Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Arthur, bienvenue dans le podcast. Salut Justine. Donc on va expliquer pourquoi on rigole. On s'est rendu compte au bout de 4 minutes d'interview qu'on n'enregistrait pas. Donc Voilà, on c'est ça. recommence C'est le début de l'alimentation l'interview. fantôme qui était juste fantôme, quoi. Donc on recommence, mais tout va bien. Tout va bien, nous sommes là. Donc on s'était vu déjà dans l'épisode 4 du podcast où tu étais venu raconter ton parcours du commencement de la guitare au collège, si je me trompe Tout pas. à fait. Bonne mémoire, en effet. Jusqu'à la sortie de The Voice dont tu sortais à ce moment-là, où tu étais en plein milieu de la tournée The Voice, le Summer Tour. Ouais, c'est ça. C'était maintenant, il y a du coup 3 ans, quoi. C'était l'été 2021 et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais, Donc ravi qu'on se revoie pour parler de tout ça. là également. Donc là, on se voit particulièrement pour la sortie de ton EP, Adrénaline, qui est sorti il y a quelques jours, semaines plutôt. Ouais, quelques semaines, c'est ça. Ça fait 2-3 semaines, là. C'était le 19 avril la sortie, donc je sais plus quel jour nous sommes, mais... Eh bien, moi non plus, le 10 mai. Je crois le 10 mai, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, ça fait 20 jours. 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il est sorti, et ouais, c'est mon petit bébé sur lequel je bosse depuis 1 an et demi, quoi, en gros. T'es content de l'accueil qu'il reçoit, là? Pour l'instant, ouais, c'est assez chouette de voir les retours des gens, surtout que j'ai la sensation que les préférences des gens qui me suivent sont les mêmes que les miennes, donc ça fait plaisir, ouais. Franchement, Oui, c'est tu cool. assumes qu'il y a quand même des chansons dans un EP que tu aimes plus que d'autres. Bon, bien sûr, évidemment, ce serait faux de dire l'inverse, je pense que c'est vrai pour tout le monde. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Notamment quand on s'était vu, tu n'avais pas encore signé avec un label. Depuis, ça a été le cas. C'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est et comment ça s'est passé? Alors, en gros, c'est vrai que quand on fait une émission comme The Voice et qu'on va, pour ma part, par exemple, jusqu'en demi-finale, c'est normal, derrière, on est contacté par des gens qui veulent nous produire, travailler avec nous. Et donc, ça a été mon cas, comme tout le monde, enfin, comme tous ceux qui participent à ce genre d'émission. Et j'ai été initialement signé chez ELP, qui était une boîte à la base d'attachés de presse, mais qui se sont mis à produire aussi des artistes à peu près à cette période-là. J'ai choisi d'aller chez eux parce qu'en fait, ils étaient là avant The Voice. Ça faisait déjà quelques années qu'ils me suivaient un peu de loin, on se regardait. Ils suivaient mon groupe à l'époque. Et donc, de toutes les propositions que j'ai eues, ça m'a paru plus sage, pour plein de raisons, de partir chez eux. Suite à ça, j'ai signé avec Vagram, donc le label Vagram, le label W-Lab exactement, parce qu'il y a 5 labels au sein de Vagram. Le label W-Lab. Et suite à cette signature avec W-Lab, on a signé avec un tourneur qui s'appelle Decibel, et qui est le tourneur de Warner, en fait. Voilà. Alors, comment ça se présente une proposition de label? Parce que j'imagine que t'es pas spécialiste en contrat de label, notamment au moment où tu le signes. Non, clairement, c'est pas mon registre. Enfin, moi, je fais de la musique, tout ce qui est contractuel. C'est moins ma came quand même. J'avais la chance d'avoir l'avocat de Marc Lavoine avec moi qui m'a appuyé, parce que Marc Lavoine m'a bien soutenu sur ce début de projet. On avait un morceau ensemble, et donc du coup, pour m'épauler, en fait, il m'a proposé de me prêter, si on veut, si on peut dire, entre guillemets, son avocat, qui m'a du coup épaulé, voilà, sur la signature de tous ces contrats pour être sûr que tout soit fait correctement. Et donc, je sais plus la question. Comment est-ce qu'on arrive à... Comment tu fais pour lire ce contrat et comprendre si c'est une bonne proposition Ah ou ouais, pas? grâce à l'avocat, tout simplement grâce à l'avocat, puisque il y a des termes, il y a des choses entre les lignes, il y a plein... On sait pas aussi, est-ce que c'est un bon contrat dans l'absolu, parce qu'on sait pas... Moi, je connaissais pas du tout ce monde-là, donc j'avais aucune idée de... Est-ce que c'est normal qu'on propose ça? Est-ce que c'est ce qu'on propose à tout le monde? Est-ce que je peux demander plus? Est-ce que c'est énorme pour moi? Est-ce que c'est nul? Enfin, vraiment, je savais pas du tout. Et donc voilà, je me suis beaucoup reposé sur l'avis de cette personne, Maître Master, voilà, qui m'a beaucoup aidé, qui a été vraiment présent, alors que
initialement, j'étais pas son client, quoi, tu vois. C'était vraiment un coup de pouce de Marc Lavoine, et donc merci pour ça, vraiment. Marc Lavoine, du coup, c'était ton coach dans The Voice. Voilà, c'est Et ça. il a vraiment un rôle quand même très très important dans ce début de carrière solo, j'ai l'impression. C'est clair que ça a été comment dirais-je, ça a été quelque chose de moteur pour beaucoup de gens, parce que d'avoir un nom en fait quelque part aussi connu qui soutient un petit artiste comme ça qui sort d'une émission comme The Voice, et bah ça donne aussi plus envie à d'autres partenaires de se joindre au projet. C'est un peu con, mais il y a un truc de valeur sûre, il a été validé par, et donc du coup même derrière pour promouvoir le projet, enfin pour que ses partenaires promeuvent le projet, c'est plus simple pour eux aussi avec un nom pareil vis-à-vis des autres derrière pour la promo. Donc non, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé, et je le remercie sincèrement pour ça, c'est clair. Même si c'est vrai qu'on peut penser que ce qu'on voit à l'écran s'arrête dès la fin de l'émission, et toi, ça n'a vraiment pas été le cas pour le coup. Il a vraiment. Non, ouais, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. On a déjà, pendant l'émission, on avait déjà l'ambition de faire des choses après. Et donc, on a enregistré, je crois, 5 ou 6 morceaux alors que l'émission n'était pas encore finie. Donc, il y avait déjà cette volonté de voir plus loin, de voir après. Et ouais, j'ai été le premier surpris, honnêtement, hein, parce que je m'attendais aussi à ce qu'il fasse bien son travail de coach sur l'émission, mais que derrière, bah, il reprenne sa vie normalement, et je lui en aurais jamais demandé plus, quoi, tu vois. Et donc, finalement, c'est venu vraiment de lui-même, et ça m'a beaucoup apporté, et vraiment merci encore, quoi. T'as gardé dans l'EP des chansons que vous avez fait ensemble, du coup? Il y en a une seule qui est le premier single en fait qui a lancé ce projet en solo pour moi, qui s'appelle Une femme, et qui avait été, je me rappelle, à ma très grande surprise, incroyablement bien reçu par tous les médias, toutes les radios, le clip à la télé, etc. C'était la folie. Franchement, c'était incroyable. C'est assez impressionnant. Ouais. Une femme, du coup, c'est une chanson que tu as fait au sujet en tout cas des violences conjugales. Alors, le thème du morceau, si on est très précis, c'est vraiment le féminicide. Mais après, évidemment, ça parle des violences conjugales plus largement, ouais. Comment t'es arrivé à faire ce morceau? Ça a été d'un commun accord avec Marc. Je sais que c'est un thème qui, lui, le touchait beaucoup. Moi, c'est un thème, évidemment, qui me touche, parce que je pense que ça devrait toucher absolument tout le monde. Mais j'avais pas, si tu veux, la légitimité, en tout cas, je pensais pas l'avoir pour écrire là-dessus, et parce que je suis pas une femme, parce que j'ai pas vécu ça, et parce que même si malheureusement des femmes de mon entourage l'ont vécu, c'est pas des sujets que j'ai beaucoup abordés en profondeur avec elles. C'est très très touchy, c'est très dur, c'est très grave. Donc quand il m'a proposé d'écrire là-dessus, j'étais un peu mitigé, pour être très honnête, parce que je me suis dit putain, moi le petit minet là, de 28 ans, blanc, qui a pas de problème dans sa vie, à quel moment je vais parler de ça, tu vois. Et donc, bon, j'y suis allé un peu à tâtons, en lui faisant confiance. Il a vraiment fait le texte. Et puis moi, j'ai fait la musique avec Johan, qui est un gars qui compose pour lui. Et avec du temps, et avec de la réflexion, avec des témoignages de personnes de mon entourage, du coup, pour le coup, et avec des rencontres aussi de gens qui ont vécu ça, j'ai réussi à trouver la légitimité pour parler de ce sujet. Mais c'était pas gagné au début, parce que ouais, c'est un sujet vraiment grave, quoi. Puis je pense que tu dois avoir peur que ce soit mal accueilli. Évidemment, on a toujours peur d'être... en fait, moi, je suis le premier à prendre plein de gens pour des escrocs, donc du coup, j'avais pas envie qu'on me prenne pour un escroc, tu vois. Donc ouais, évidemment, ça faisait partie de la réflexion, mais principalement, j'avais surtout envie de me sentir sincère et honnête quand je parlais de ça, et donc pour ça, j'ai eu besoin de me nourrir de témoignages de personnes proches de moi qui ont vécu ça, et c'est à ces personnes-là que je pensais quand je l'interprétais sur scène après, quoi. Tu l'interprètes encore du coup sur scène là? Je l'interprète encore sur commence à scène. peine. Je l'interprète encore pas à chaque concert. Avant, c'est vrai que c'était un peu mandatoire, mais parce que c'était le single. Maintenant, j'en ai quand même sorti plus depuis, mais ça m'arrive encore de la jouer. Et je sais que par exemple, le 14 mai,
à Saint-Raphaël. Là, j'ai une date avec Europe 2. Je pense que je la jouerai, ouais. Je pense que c'est hyper important que, de manière générale, les hommes prennent la parole sur ces sujets-là parce que, justement, le problème, c'est que c'est encore beaucoup un combat de femmes. Donc, je pense que ça ne pouvait qu'être bien accueilli. Et ben, en fait, moi, si tu veux, pour être entièrement honnête, j'avais aussi peur du côté c'est bien de le faire. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas... je déteste vraiment les gens qui défendent des sujets qui sont tellement bien pensants que ça en devient leur business, en fait. Tu vois? Et même si, évidemment, c'est des sujets qu'il faut défendre, j'ai toujours un problème quand je vois des gens qui défendent, je sais pas, les LGBT, les machins, les trucs, et qui en font leur combat. Et en fait, c'est un business plan, le truc. Et derrière, tu te demandes à quel moment, où est la sincérité dans le truc. Et donc voilà, j'avais un peu peur de ça. C'est pour ça que je suis vraiment allé à tâtons et que c'est le seul morceau sur le sujet. Et que j'en fais pas mon combat non plus de tous les jours, tu vois. Oui, toi, t'avais besoin de te prouver ta légitimité à toi-même et d'être sensible, en fait, vraiment à la cause et pas de En fait, j'avais besoin d'être sincère avec moi-même pour le faire. Et pour oser porter un tel sujet devant des gens, quoi, tout simplement. De manière générale, je trouve que dans cette EP, tu portes pas mal de sujets. Je me demande si c'est pas aussi le fait de les faire en français qui t'a poussé à écrire des textes. Alors probablement, il y a certainement une réflexion différente autour des sujets quand on chante dans sa propre langue. J'ai jamais cherché à être, je sais pas, enfin, c'est simplement des sujets qui me touchent en fait et qui au quotidien me parlent. Mais j'ai pas eu plus de réflexion de ça autour du choix des sujets, si tu veux. Il y a donc la chanson Adrénaline qui donne son titre à l'EP. Tout à fait, ouais. Qui est, je trouve, hyper intéressante. Et je pense que c'est important aussi d'en parler justement dans un podcast qui parle de parcours d'artiste. Parce qu'elle raconte les excès que peuvent être la vie parisienne et le fait de sortir et beaucoup de la fête. C'est vrai. Et je trouve qu'il y a une espèce de pression quand on veut bosser dans le milieu artistique du réseau. Et il faut absolument être partout, tout le temps. Et au bout d'un moment, en fait, c'est trop. Ça peut être assez éreintant et on peut aussi s'y perdre, c'est vrai. J'ai vécu ça, je dirais, pendant 6 mois. Où vraiment, pendant 6 mois, je suis beaucoup sorti. Beaucoup. J'ai rencontré plein de gens et c'est super parce que du coup, aujourd'hui, je connais plein d'acteurs, petits ou grands, de la musique et c'est des contacts et parfois des amis et donc c'est super. Mais je sais plus quel copain m'avait dit ça, mais que j'ai trouvé très très vrai. Comme quoi, 20% du taf dans la musique, c'était d'aller boire des coups, tu vois. Ouais. Et c'est pas faux, en fait. Franchement, c'est pas faux. Ouais, je pense que c'est très vrai. Et en même temps, du coup, c'est une pression qui peut être très vite néfaste aussi. Bah, le risque, c'est de dépasser... de dépasser l'aspect boulot. C'est cool de s'amuser, évidemment, il faut savoir le faire. Moi, je suis pour qu'on s'amuse, pour qu'on sorte, pour qu'on lâche prise. C'est aussi le thème de certains de mes morceaux, mais en tout cas, voilà, il faut aussi savoir dire stop et se rendre compte que des fois, il faut mettre un petit coup de frein parce que sur Paris, si tu fais pas gaffe et que t'as et les copains et le réseau et un peu de moyens, ça peut vite partir en live. Hein. C'est ça. Puis tu rencontreras pas que des personnes qui te feront avancer. En plus, ouais. Mais du coup, je trouve que c'était assez intéressant justement de le mettre en avant aussi à cette étape-là de ta carrière. Je pense qu'il a fallu beaucoup faire tes preuves et après savoir aussi beaucoup s'arrêter. Et bah écoute, ça a pas été difficile dans l'absolu, dans le sens où je suis pas non plus alcoolique, drogué, tougher qui a besoin de partir en live un jour sur deux, tu vois. Mais initial, ça parle de ça, c'est vrai. Mais c'est aussi une rencontre avec un auteur, ce morceau, parce que c'est un mec que je connaissais, donc Mark Weld, qui écrit beaucoup pour Roshi notamment, que je connaissais depuis des années, mais de loin. Et en fait, on avait déjà passé quelques soirées ensemble, mais sans trop se connaître, dans les mêmes lieux. Et en fait, le jour où on s'est proposé de faire un morceau ensemble, on s'est rappelé ça. Et c'est un lieu qui vraiment est pour moi assez typique de ce genre de soirée. Et donc voilà, c'est un thème qui est venu assez naturellement avec Marc, parce que... Encore un Marc. C'est vrai. parce que voilà, on a vécu les mêmes soirées dans les mêmes endroits et donc c'est aussi un morceau léger sur l'envie de faire la fête et sur
sur ce côté, cette adrénaline qu'on peut ressentir quand on sort de scène. C'est très enivrant. Aujourd'hui, moins, parce que j'ai plus l'habitude, mais c'est vrai que pendant des années, tu te mets une pression, tu te donnes, tu sors de scène, et puis là, il y a un truc de... Moi, ça m'a fait ça à chaque fois pendant très longtemps, de sortir de scène et d'avoir cette envie de faire la fête, vraiment. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, une sorte de décompression, il y a tout qui retombe, t'as passé un bon moment, t'es entouré de gens que t'aimes, et t'as envie d'aller boire des coups et de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Alors après, quand tu commences à faire des vraies tournées et que tu dois jouer le lendemain, tu t'apprends à plus le faire, Ouais, je pense ouais. que c'est quand même assez sain d'avoir cette envie-là quand tu sors de scène, parce que tu peux aussi avoir genre la redescente aussi de bah là c'était trop bien et maintenant il va plus Hmm. rien avoir jusqu'au prochain concert. Tu vois. C'est un truc qui arrive aussi. Honnêtement, c'est un truc qui arrive aussi. Typiquement, en début d'année, là, c'était dingue. J'ai fait une tournée avec Christophe Mahé où j'ai fait une dizaine de zéniths. Tu vis des trucs de ouf, quoi. Franchement, t'es dans le tourbus avec l'équipe, avec les musiciens, avec Christophe. Tu vois des dizaines de milliers de gens. C'est impressionnant. Et après, t'arrives dans ton petit appart dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis, t'as rien pendant 2 semaines. C'est vrai que des fois, t'as des hauts, des bas assez intenses, mais je pense que c'est le lot de tous les artistes, ça. Ouais. Comment t'es arrivé sur la tournée de Christophe Maé? Tout simplement parce qu'on a le même tourneur. On a le même tourneur et donc c'est mon tourneur qui a proposé à l'équipe de Christophe et qui m'a proposé de participer à ces concerts-là. On avait fait 3 premières en novembre. C'était un peu la phase de test, si tu veux. Donc j'étais parti 3 jours d'affilée pour 3 concerts. Et ça s'était très bien passé. Et donc du coup, ils m'ont proposé de finir sa tournée. Et donc les 10 zéniths qui restaient sur fin janvier, début février, quoi. C'est bien un moment de défendre un EP aussi d'avoir ce genre d'opportunité-là. C'est clair. C'était une chance énorme parce que forcément, tu touches un nouveau public qui ne te connaît pas du tout et un public très très large parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces salles. Oui, et je pense que pour le coup t'as pas enfin t'as des artistes tu sais qui va le voir. Je pense que Christophe Maé t'as tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Enfin, C'est impressionnant. J'ai rarement vu quelqu'un qui rassemblait autant de générations et de milieux différents. C'est vraiment, c'est très 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 large. Et franchement, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant à ce niveau-là, ouais. Ouais, je pense que c'est une réflexion que je me suis fait récemment en allant voir Calogero en concert. Il y a très peu d'artistes qui sont capables de rassembler autant de personnes différentes dans la même salle. Ouais. Alors, je sais pas, je suis jamais allé voir Calo en concert. Pour la petite histoire, c'est marrant. J'ai composé un morceau avec ces musiciens dans leur studio, là, dans Ah le ouais 20e, qui s'appelle La Réserve, qui est un studio privé incroyable, avec plein de matos, c'est très grand. Et il était question au moment de faire un morceau avec eux. Ça n'a pas donné suite au final, on n'a pas continué, mais bref. Et donc, ouais, je pense que Maé, c'est encore plus large que Ouais, c'est Calogero. possible. Je pense qu'il y a un truc encore plus populaire parce que Calogero, c'est quand même assez rock, Oui. pop, rock, et donc un peu blanc, mine de rien. C'est con, tu vois, je fais des grosses généralités, mais Maé, je pense que c'est plus populaire encore. Il y a vraiment un truc pop dans le phrasé, ça touche autant des gens qui peuvent kiffer du rock que des gens qui kiffent du rap, que vraiment, je pense que c'est encore plus large, ouais. Ouais, puis je pense que ça. Ils chantent depuis tellement d'années que forcément, t'as des gens qui ont. Enfin, nous, typiquement, je pense qu'on a grandi avec ces chansons. Enfin, Ouais. Non, franchement, je pense que Maé, c'est plus large. Après, peut-être que je me trompe, hein. Franchement, je dis ça. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout de mon avis en plus, franchement. Là, t'as une tournée tout seul qui est prévue ou pas encore? Non, j'ai des dates un peu solo cet été. Voilà, je pars un peu cet été, mais j'ai pas vraiment de tournée non, de prévue pour le moment. Comment ça se passe du coup quand tu fais des dates? C'est en cachet Toujours. d'intermittence? Ouais. Ouais, toujours. Je suis intermittent depuis 4 ans, là, je crois, à peu près. Et donc, je me démerde toujours pour être déclaré. Je fais jamais de concert au black. Oui, voilà, mais t'aurais pu les faire sur facture aussi, tu vois, donc tu J'ai pas es... de boîte, j'ai Ouais. pas d'auto-entreprise, etc. Donc non, au pire du pire, si les gens n'ont pas la structure pour déclarer, ils font un guzo, tu vois, et puis on fait comme ça, quoi. Ça marche. Ouais. Et niveau sujet aussi qui reviennent souvent dans l'album, je trouve que... Alors je vais faire de la psychologie de comptoir.
Mais j'ai réécouté, La meilleure. j'ai réécouté l'épisode qu'on avait fait ensemble, du coup. Ah ouais, ok. Ouais, en préparant l'interview, et à un moment, tu parles du fait que le début du collège était pas facile pour toi et que ce qui t'a fait du bien, c'était de prendre une guitare à un moment donné. C'est vrai. Et en fait, j'ai vachement l'impression que ton album ressasse. Ressasse, ouais. Ça. J'aurais galéré sur cette phrase. Parce que tu fais beaucoup en chanson référence à une solitude que t'as et des peurs aussi, en fait, d'être seule et ton envie d'être beaucoup accompagnée. Je me demande si c'est pas un peu lié. Alors c'est vrai que... Putain, c'est marrant, hein, j'avais une séance de psy lundi, là. Je m'attendais pas à la refaire en interview aujourd'hui, mais... Non, alors... J'en parle pas directement du harcèlement scolaire. Et j'avais un morceau hein, qui était en option, parce qu'évidemment sur 7 titres sur un EP, j'en avais composé beaucoup plus. Il y avait un des morceaux qui s'appelait KO, qu'on n'a pas retenu finalement, mais qui parlait de ça, vraiment précisément. Après, c'est vrai que plus largement, c'est le genre de blessures quand aussi jeunes, qui te construisent et qui font qu'encore aujourd'hui, je pense que j'essaye de toujours m'adapter aux gens en face de moi et pour bien paraître et pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. J'ai envie que les gens m'apprécient, tu vois, c'est con, hein, mais... euh, je pense de moins en moins en grandissant quand même. J'ai de plus en plus des avis tranchés et des voilà, et j'arrête de m'excuser d'être désolé, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois ce genre de personne. Ouais, c'est possible qu'en effet, dans l'ensemble, ça se ressente parce qu'en fait, ça fait partie de moi au quotidien. Oui, puis de toute façon, enfin, c'est bien que tu aies parlé de la psy en soi, mais en fait, ce sont des sujets que tu es obligé de traiter à l'âge adulte, qui passent pas en grandissant. Enfin, ça passe pas tout seul en grandissant, en fait. Parce que tu vas avoir une psy, toi aussi. Ouais, je vais voir une psy aussi pour le même sujet. J'essaie. Donc, vraiment sur le sujet du harcèlement scolaire, donc je comprends, et je pense que Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai vu un peu Enfin, que j'ai lu ça dans l'album. Ok, mais c'est marrant que tu l'aies ressenti, mais c'est intéressant, Mais ouais, je pense que... c'est assez vrai. Ouais, je pense qu'on n'en guérit pas facilement et que du coup, c'est aussi intéressant de justement de pouvoir s'identifier à ces chansons-là et en fait de les mettre en avant. Enfin, de faire des chansons qui ont du sens pour toi Mais et écoute, qui en ont pour les autres. je suis ravi que tu aies trouvé ce sens-là dedans, qui est un sens plus large, qui est pas propre à un morceau, mais qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve un peu dans chaque. Et donc ça me fait plaisir, ça me touche en vrai. Donc tu fais un truc en ce moment, alors je pense que tu auras terminé de les faire ces posts-là au moment où je sortirai l'épisode, mais tu fais des posts à chaque fois sur une chanson, une anecdote. Ouais. Et ce qui est hyper cool parce qu'en fait on a rarement l'occasion, à part quand on va voir un concert, d'avoir les explications du coup de l'artiste sur les différentes mélodies, les différents titres. Est-ce que tu veux parler un petit peu de certains titres qu'on n'a pas évoqués et qui ont une histoire particulière pour toi? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Ouais, forcément, j'ai plein d'anecdotes sur chaque morceau. Chaque morceau a son histoire. Je les ai tous écrits avec des gens différents, dans des lieux différents, à des périodes différentes de ma vie, sur des thèmes différents. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, aussi pour continuer à parler de l'EP, évidemment, mais aussi pour dévoiler un petit peu des trucs un peu plus intimes. Je fais un post je sais pas, tous les 3-4 jours, avec, avec du coup le premier morceau, le deuxième, le troisième, etc. Avec une petite anecdote dessus. Et comment... je sais pas, un truc... alors, des anecdotes fun. Est-ce que j'en ai des anecdotes fun? J'ai des anecdotes bien badantes, mais des trucs fun. Après, n'importe quelle anecdote. Non, mais ouais, c'est souvent des ruptures en fait, hein. Franchement, c'est souvent des ruptures qui ont donné lieu au morceau que j'ai gardé. Euh, donc, non, je sais pas, je sais. Accepte-moi, par exemple. Accepte-moi, qui est, je sais pas encore sorti, enfin sur les réseaux là que j'ai pas encore expliqué. Le jour où je suis allé faire les voix def en studio, donc c'était à La Rochelle. euh, le jour même, je m'étais fait larguer. Et donc j'avais fait toutes les voix la journée, mais j'étais pas bien. Et il nous restait des chœurs à faire le soir, tu vois, mais on avait fait l'immense majorité du boulot. Et donc du coup, je me rappelle le gars qui avait son stud, fallait qu'il aille
coucher ses petites filles. Et du coup, il m'a laissé solo dans le studio. On avait déjà commencé un peu l'apéro, il était 22h, tu vois. Ah oui. Et du coup, j'ai bu un coup un peu solo et je me suis mis à chialer en vrai, en mode toute la journée j'avais gardé le truc pour tenir, faire le boulot, tu vois. Et donc ouais, j'ai un peu craqué à ce moment-là. Et j'ai fini les prises de voix de 23h à 2h du mat. Après ce petit coup de pleurs, quoi, voilà. Ah ouais, ça allait mieux après. Et du coup, ça allait mieux. Et du coup, je garde étrangement un bon souvenir de ce moment-là parce que ça nous a beaucoup rapprochés avec le gars chez qui j'étais, avec Lionel, du coup, qui a senti ma détresse, tu vois, et qui a été super cool. Donc, moi, j'en garde étrangement un bon souvenir, ouais. Oui, parce qu'en fait, a posteriori, quand la peine est passée, ça reste justement des souvenirs humains aussi. Ouais, voilà, il y avait un truc de partage, de sincérité, et puis au final de libération un peu. Je pense que quand tu pleures pour quelque chose, quoi que ce soit, c'est aussi c'est un moment où tu acceptes aussi ce qui s'est passé, quoi. C'est clair. C'est toi qui choisis les 7 morceaux qui restent dans l'EP ou qui a son mot à dire dessus? On a tous notre mot à dire, que ce soit Vagram, ELP ou moi. Il est évident qu'ils sont tous validés par tout le monde et que c'est d'un commun accord. Donc certains ont des préférences, moi j'en ai d'autres, on échange. Il n'y a aucun morceau qui me sont imposés, c'est évident. De toute façon, ce serait tellement contre-productif. C'est impossible de faire chanter à un artiste des morceaux qu'il aime pas. En fait, si tu veux qu'il les défende sincèrement sur scène et qu'il fasse le boulot derrière, c'est juste pas possible. Donc on est trois à échanger dessus et en fait, plus que aimer ou pas aimer, c'est plus quels sont les plus comment les plus intéressants à mettre en avant sur un EP avec que 7 titres. Parce que c'est quand même assez peu, on n'est pas sur un album de 12-15 morceaux, donc voilà, on échange plus en fait sur l'efficacité des morceaux et leur cohérence au sein de 7 morceaux, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve que là, vous avez quand même réussi à faire une très très bonne cohérence entre les morceaux. Ok, bah Enfin, c'est tout sympa, se je te suit remercie. très bien. Et Ça, bah, je pense je suis ravi. On peut inviter les auditeurs à tous les écouter les uns après les autres. Mais c'est vrai que c'est assez cohérent et on voit bien, il y a une DA qui est étonnamment, parce que tu l'as fait avec énormément de gens différents, très cohérente. Et bah, merci, je suis ravi. Je pense que les points qui ramènent cette cohérence, il y en a plusieurs. Il y a le fait que déjà donc je chante sur chacun des morceaux. J'ai composé tous les morceaux, pas tout seul, mais j'ai quand même pris part à la compo à chaque fois. Au texte aussi. Sauf une femme, c'est le seul où j'ai vraiment rien fait sur le texte pour le coup. Et ça a été mixé et masterisé par les mêmes personnes aussi. Ah voilà, donc c'est Voilà, chouette, donc il y a aussi à ce niveau-là qu'il y a une cohérence. Oui, parce que c'est vrai que si ça avait été plusieurs compositeurs différents et que toi t'étais pas à la compo, ça aurait été quand même compliqué d'avoir ça. Ouais. Et de toute façon, j'aurais jamais pu. C'est tellement quelque chose que je fais depuis petit. Enfin, depuis le collège, j'ai trop besoin de prendre part à la compo. À la limite, l'harmonie, c'est ce que je préfère, mais c'est le moins important dans l'interprétation derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que je compose aussi en fonction de ma voix. Personne sait mieux que moi comment je ressens les choses quand je chante. Et donc, tel mot, telle sonorité, telle voyelle, etc., par rapport à telle note. Enfin bref, même pour moi, c'est pas très clair, mais j'ai trop besoin de prendre part à ça pour l'interpréter et le ressentir derrière. C'est indispensable. C'est toi qui as voulu faire un EP plutôt qu'un album? Ou ça a été d'un commun accord, ça aussi? Ça a été d'un commun accord aussi. La vérité, aujourd'hui, elle est aussi commerciale et financière. C'est-à-dire que sur un projet en développement, produire un album, ça n'a aucun intérêt. Déjà, produire un EP, c'est un budget. C'est pour ça qu'on a sorti autant de morceaux en single aussi avant la sortie. C'est qu'aujourd'hui, la façon de consommer la musique est tellement différente que sortir des albums, les presser quand t'es pas connu, alors c'est très beau et ça fait très plaisir à l'artiste,
Mais d'un point de vue commercial, en fait, c'est pas intéressant. Ouais, ça fait C'est plus pas sens. intéressant du tout. Tu vas perdre 5-10 000 euros que tu pourrais mettre dans un clip, dans de la promo, dans d'autres trucs. Donc, on a décidé d'être aussi le plus efficace possible pour développer le projet. C'est ça le plus important pour nous, plutôt que de faire un album, c'est que le projet fonctionne et qu'il se développe. Donc voilà, la raison, elle est là aussi. Quand du coup tu fais un projet qui, juste après une émission comme The Voice, où vous êtes toute une promo en fait à sortir en même temps, et du coup vous sortez tous à peu près vos projets en même temps, est-ce que c'est pas trop compliqué de pas se comparer aux autres? Euh, T'as fait une interview avec Jim, toi, non? J'ai fait une interview avec Jim. Non, mais c'est vrai que la comparaison, c'est terrible. La comparaison, c'est terrible. Je pense que j'ai une voix un peu atypique, pas forcément toujours très jolie, et un style plus rock que la majorité de mes compères de The Voice. Donc du coup, j'ai peut-être moins senti cette comparaison. En tout cas, je les ai jamais considérés comme des concurrents, et je suis très heureux si ça fonctionne pour eux, et j'espère que ça fonctionnera pour tout le monde. Bon, après, on a chacun notre trajet. Enfin, c'est quand même, on a quand même tous des équipes différentes, des canaux de diffusion différents, des compos, des voix. Donc, au final, tout le monde a quand même sa singularité. Et donc, la comparaison, oui et non, j'ai envie de dire, plus que les gens avec qui les potes avec qui j'ai fait The Voice, c'est plus les réseaux sociaux dans leur ensemble, en fait, qui m'emmerdent, tu vois. Mais non, me comparer aux copains que je me suis fait sur l'émission, franchement, pas trop, non. Ouais, après c'est même pas forcément la comparaison, c'est rarement de la concurrence, tu vois, mais ça peut être Bah, j'ai pas sans... senti de Ouais, concurrence. c'est ça, Ouais, voilà. non, j'ai pas senti trop de concurrence. J'ai l'impression d'être sur un créneau un peu solo. Ouais. Et donc, non, j'ai pas trop senti ça, non. Toi, je le voyais plutôt même au niveau du temps de sortie, tu sais, de se dire, mais est-ce que c'est eux qui ont raison d'aller plus vite? Est-ce que je devrais aller plus lentement? Est-ce que, enfin, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Bon, après, t'étais entouré aussi par des labels qui ont l'habitude de le faire. Le temps en vrai, y a pas de. Enfin, selon moi, en tout cas, il n'y a pas de mystère. Quand tu sors d'une émission comme ça, il vaut mieux sortir quelque chose le plus rapidement possible. Parce que c'est, mine de rien, une visibilité qui est très éphémère. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'attachent à toi très rapidement. Et, euh, et donc, ils s'attachent à toi aussi vite qu'ils se détachent de toi. Et donc, si tu veux profiter de cette visibilité, il faut évidemment sortir quelque chose très rapidement. Donc, je pense que moins on attend, mieux c'est, pour le coup. Est-ce que maintenant que tu as du coup ce projet solo, cette EP qui sort, qui est super bien accueilli, des équipes auprès de toi, des concerts, des premières parties, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir réalisé ton rêve d'enfant? Euh, Pas du tout, dans le sens où c'était pas un rêve d'enfant, en fait. C'était pas un rêve d'enfant. Et je m'attendais pas du tout à faire ça. Je reste émerveillé de voir ce qui se passe. Je suis surpris, mais je m'y attendais pas. Et c'est pas quelque chose sur lequel je comptais, si tu veux. J'ai jamais cherché c'est bizarre à dire, mais j'ai jamais cherché à être connu ou à briller, quoi. Si tu veux, mon rêve vraiment, c'est de faire la musique que j'aime et de gagner ma vie avec, tu vois. C'était mon rêve, ça c'est mon rêve. Et donc, on y est presque, dans le sens où il y a encore des petits détails, il y a encore des petites choses que j'aimerais régler. Il y a encore une part d'insécurité parce que c'est quand même assez récent comme projet et on sait jamais, dans 5 ans, peut-être qu'il y aura plus rien, tu vois. Donc j'aimerais bien marquer un coup un peu plus fort pour avoir une stabilité quelque part un peu plus marquée. Mais pour moi, c'est du bonus tout ça. Tu vois, les zéniths, etc., les radios, c'est incroyable. Mais c'est pas quelque chose pour lequel je vis. C'est vraiment. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment faire la musique que j'aime et gagner ma vie avec. Et le reste, en fait, c'est vraiment bonus. Mais je crois que c'est la meilleure manière d'ailleurs de réussir à vivre de la musique et d'un métier artistique.
c'est aussi la plus compliquée. Vivre de ces morceaux, parce que vivre de la musique c'est une chose, mais vivre de ces morceaux c'est pas, c'est pas la façon la plus simple de vivre de la musique, c'est sûr. Oui, mais après, ça, tu peux aussi revenir à autre chose. Tu vois, Complètement. l'essentiel, c'est de pouvoir vivre de ce que t'aimes, même si c'est pas exactement ce que Ouais, tu non, veux faire. évidemment, Ça. bien sûr. Non, mais c'est déjà énorme, c'est déjà incroyable. Je t'ai déjà posé la question il y a 4 ans, mais je conclus toujours pareil. Donc, j'ai pas réécouté ta réponse cette fois. Ok. Si tu devais parler au toi qui prend la guitare pour la première fois au collège, tu te dirais quoi? Waouh. Je pense que c'était le début de ta réponse il y a 2 ans. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que je me dirais à 14 ans? Oh, c'est chaud. Franchement, c'est dur. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Continue, quoi. Continue, frérot. Tu vois, ça va te faire du bien. T'es sur la bonne voie. Sois qui tu es. Je sais pas. En vrai, c'est trop dur. Qu'est-ce que je me dirais? Un truc sincère, là, vraiment, et pas une blague. Qu'est-ce que je me dirais? T'es mignon. T'es mignon. T'es mignon, garçon. Bien rigolant. Non, mais ça... En fait, fallait rien changer. Ouais, réfléchis pas trop. Continue à pas te prendre la tête. Et continue à faire ce que t'aimes à fond. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.